Au sommaire de cette édition, qui sera sacré meilleur apprenti de Moselle? 12 élèves en CAP cuisine et hôtellerie-restauration se sont affrontés hier à Sarreguemines pour la 27e édition du concours. Les candidats ont été jugés sur la cuisine, leur capacité à travailler sous pression, mais aussi sur le service à table. Le verdict est attendu ce dimanche. Il a fait sensation auprès des jeunes apprentis. Le chef étoilé Michel Roth s'est prêté à une démonstration de cuisine en marge de la compétition. À ses côtés, 2 élèves de première année de CAP cuisine ont joué les commis. Après Lindsbourg à Bérenthal, aujourd'hui on vous emmène dans les cuisines de l'autre restaurant étoilé de notre arrondissement, l'auberge Saint-Walfried. L'établissement dirigé par le chef Stéphane Schneider arbore cette distinction depuis 48 ans. Le conseil municipal de Sarreguemines s'est réuni lundi pour voter les budgets communaux. Tous ont été largement adoptés avec une seule abstention, celle d'Éric Boer, élu d'opposition RN. Des budgets marqués par une hausse des investissements. La commune d'Erchin fait face à des problèmes d'érosion sur sa voirie. Les récentes inondations ont provoqué un affaissement de certains trottoirs et des dégâts sur la chaussée. La municipalité attend le feu vert de la CCPB pour réaliser des travaux. Dernier coup de pinceau pour les façades de l'église d'Anvillers. Cet édifice construit dans les années 60 a été entièrement rénové du sol à la toiture. Au total, 620 000 € de travaux subventionnés à 50% par l'État. J-100 avant le début des épreuves du bac. Pour marquer le coup, comme le veut la tradition, près de 400 lycéens de Sarreguemines ont célébré la fête du persan dans les rues de la ville. Faire découvrir les métiers du verre aux collégiens de manière ludique, c'est l'objectif des baptêmes du feu organisés par le site verrier de Meisenthal. Les enfants ont participé par roulement à 4 ateliers, le sablage, les jeux de plateau, la visite du musée et le verre chaud. La troupe du jeudi dévoile sa nouvelle pièce, une réadaptation de La ferme des animaux de George Orwell, une histoire qui résonne avec l'actualité et les dérives du populisme, à découvrir ce vendredi et samedi à 20h30 au foyer culturel de Sarreguemines. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. On va aussi parler concert dans cette émission avec notre invité du jour, Pierre Augustin. Il fait partie des bénévoles du festival Rémelfant en musique qui se déroulera les 6 et 7 juin. Il nous détaillera la programmation tout à l'heure. 12 candidats, 2 épreuves, 3 villes représentées. La 27e édition du concours du meilleur apprenti de Moselle se tenait hier à Sarreguemines. 4 apprentis de notre secteur ont participé à cette compétition organisée par l'UMI de Moselle en partenariat avec l'UFA Michel Roth et le lycée Simon Lazare. Carmen Henriot a suivi pour nous le déroulement des épreuves dans les 2 établissements sarregueminois. La cuisine de l'UFA Michel Roth est en pleine ébullition. À tour de rôle, ces 6 apprentis venus de Sarrebourg, Metz et Sarreguemines doivent concocter 2 plats différents. Un plat imposé, l'œuf mollet florentine, puis un plat libre, le lapin de notre région et ses garnitures. Pas de quoi faire peur à Emma, vraiment motivée pour réussir ce concours du meilleur apprenti de Moselle. Pour l'instant, ça va. Un peu stressée, mais ça va. Je me suis beaucoup préparée dans mon restaurant, du coup à Volminster à l'Argousier, plus qu'ici à l'école même. Moi en 3e, je voulais être avocate ou notaire et finalement j'ai eu tellement de coups de cœur que j'ai changé de voie. Et je regrette vraiment pas ça, je suis bien dans ce que je suis. Chacun a dû s'investir à fond sur la préparation pour le jour J, comme Océane qui est actuellement apprentie chez un traiteur à Metz. Moi je suis en traiteur, du coup c'est un peu différent des restos. Après j'ai travaillé un peu de mon côté, j'ai même fait à la maison. Dernièrement j'ai fait du coup pour la présentation il y a un lapin. J'ai même fait du coup le lapin chez moi. Alors vous allez réaliser un cocktail. Au même moment, au lycée Simon Lazare, 6 apprentis ont 15 minutes chrono pour réaliser à la perfection ce cocktail avocat aux crevettes. Pendant l'épreuve, le juge bombarde de questions les candidats. Il veut s'assurer que chacun connaît sur le bout des doigts la fameuse recette. De quoi maintenir la pression pendant ce petit quart d'heure de préparation. J'ai que du stress, ça descend pas. Et puis, c'est quand même assez compliqué. C'est la première fois que je participe à un concours ou quoi que ce soit. Mais ça fait plaisir de participer, même si je ne gagne pas. C'est l'intention qui compte. Et ce n'est pas fini. L'art de servir à table est également noté.
Cet apprenti venu de Metz est plutôt confiant en général sur le déroulement du concours. Je suis arrivé avec un peu d'appréhension au début, mais le CFA de Sarreguemines nous a très bien accueillis, très bien reçus, donc ça m'a mis en confiance. J'ai passé petit à petit et à l'heure actuelle, je suis fier de ce que j'ai réalisé jusqu'ici. Les membres du jury scrutent chaque détail de leur travail pour parfaire leur notation. Elle se base sur des critères bien précis. Il y a déjà la tenue du poste, l'hygiène, la technique de travail et la technique de dressage. Et après, les assiettes partent en salle et c'est un autre jury qui évalue le dressage, les cuissons, la technique. Côté cuisine, l'épreuve se termine par la dégustation. Ces professionnels passent au crible chaque plat, leur aspect et leur saveur. Mais pas moyen pour l'instant d'en savoir plus. Les prix seront remis lors de la cérémonie du guide Michelin ce week-end à Metz. En attendant, on vous laisse savourer ce flambage de côte de veau comme si vous y étiez. Le clou du spectacle qui permet aux candidats de marquer quelques points avant la fin de l'épreuve en salle. La journée s'est terminée en beauté avec une démonstration de cuisine en marge de la compétition. Au fourneau, un chef étoilé et pas des moindres, Michel Roth. À ses côtés, 2 élèves de première année de CAP cuisine ont joué les commis. Alors au menu poêlée d'asperges, noix de Saint-Jacques et vinaigrette maison. Un moment privilégié durant lequel il a partagé son savoir-faire aux futurs cuistots au sein du restaurant scolaire de l'UFA qui porte son nom. Écoutez-le. Revenir dans mon fief et retrouver tous ces jeunes motivés pour le concours des meilleurs apprentis de Moselle, c'est formidable. Et il y a un engouement et ils sont passionnés. En les sent concentrés, en les sent travailler dans les minuties, ils goûtent bien leurs plats, ils envoient à l'heure. Donc oui, il y a toujours on sent ceux qui sont vraiment meilleurs, je ne sais pas, mais en tout cas, qui sont préparés et qui sont passionnés. C'est aussi ça qui fait plaisir, c'est qu'on a reçu, on a appris, on a donné, et maintenant on transmet. Donc ça, c'est génial. Ce qui m'a impressionné, c'est sa manière de travailler, comment il était. Il était tout serein. Moi, j'étais à côté, je me suis dit comment il avait dressé les assiettes, etc. Je me suis dit, je ne vais pas réussir comme lui. Mais en fait, après, je me suis repris et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est facile à faire, il faut juste reproduire. À quelques jours de la cérémonie du guide Michelin qui se déroulera lundi à Metz, direction l'auberge Saint-Walfried à Sarreguemines. C'est le plus ancien restaurant étoilé de Moselle et l'établissement est assuré de conserver cette année encore son précieux macaron car il ne fait pas partie de la liste des restaurants rétrogradés en 2025. Découverte en images dans ce reportage de Marie Vin. Cet établissement fait pratiquement partie des murs de la ville. Depuis 1889, 5 générations s'y sont succédées. Et aujourd'hui, c'est le chef Stéphane Schneider qui est à la tête de l'établissement. On pourrait faire curry vert. Je suis passé dans la maison comme apprenti, donc où j'ai travaillé durant 4 ans avec mon père. Mon grand-père était encore vivant, donc il y avait 3 générations dans la maison. L'auberge Saint-Walfried arbore une étoile au guide Michelin depuis 48 ans, une distinction obtenue par le père de Stéphane Schneider en 1977. Mon père a eu l'étoile Michelin, donc c'est vraiment l'auberge qui a l'étoile Michelin depuis 1977. On l'a perdu dans les années 90 pendant 4 années. Donc on ne savait pas trop ce qui se passait et puis on l'a retrouvé en 98. Et donc, depuis, on est étoilé Michelin. Et quand on évoque avec le chef le fait que son établissement soit le plus vieil étoilé de Moselle. J'en prends un coup à chaque fois. Et c'est vrai, quand on m'a dit qu'on était le plus vieil établissement de Moselle, ça ne rajeunit pas, on va dire. Ça fait très bizarre, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est une grande joie. Malgré les années, le stress se fait toujours ressentir quelques semaines avant la cérémonie du guide Michelin. C'est vrai qu'au mois de janvier-février de chaque année, on se pose la question, est-ce que Michelin va vous renouveler sa confiance ou pas? Voilà. On est dans l'attente. Retour maintenant sur le dernier conseil municipal de Sarreguemines. Lundi dernier, l'heure était au vote des 3 budgets communaux. Tous ont été approuvés à une écrasante majorité. Seul Éric Boer, conseiller municipal d'opposition représentant le Rassemblement national, s'est abstenu. On en parle en détail avec notre journaliste Guillaume Dumonteil.
Bonjour Guillaume. Bonjour Tristan. Tu as donc assisté cette semaine au dernier conseil municipal de Sarreguemines. Quels sont les sujets qui ont été abordés ? Alors le budget primitif était au centre des discussions, mais avant de voter, les élus avaient une décision à prendre au sujet des taux des impôts locaux. Ils devaient choisir de maintenir ou de faire évoluer ces taux, et bien souvent quand on parle d'évolution de la fiscalité, c'est par une augmentation que cela se concrétise. Les élus ont-ils donc décidé d'augmenter les impôts ? Eh bien non, ils ont décidé de maintenir les taux actuels, mais en raison de la hausse des bases fiscales, des impôts vont quand même augmenter. Je laisse le soin à Jean-Marc Schwartz de nous l'expliquer. La fiscalité, les impôts, taxes foncières non bâties, sur les propriétés bâties et la taxe sur les logements vacants va mécaniquement augmenter de 1,7%. Décision du gouvernement qui adosse l'évolution des bases à celle de l'inflation. Alors ceux qui ont l'habitude de suivre l'actualité du conseil municipal de Sarreguemines savent que le premier adjoint au maire déplore régulièrement la baisse des dotations de l'État et ses conséquences financières pour la ville de Sarreguemines. Cette semaine encore, ça n'a pas raté. Il a indiqué de quelle manière les décisions gouvernementales impactent les finances de la ville. Baisse des dotations de l'État sur les 10 dernières années, à plus de 3 millions d'euros. Vous rajoutez, à vos souhaits, le fonds de péréquation intercommunal à 360 000 euros, maintenant encore une tranche de l'ILICO à 90 000. Voilà. Et derrière, nous, il faut qu'on gère, hein, je rappelle. Les baisses de dotation de l'État, j'en ai déjà parlé. Quant au fonds de péréquation intercommunale et au DILICO, ce sont des dispositifs qui demandent aux collectivités dites riches, comme la Casques ou la ville de Sarreguemines, d'aider des collectivités moins favorisées. La Casques et la ville de Sarreguemines se voient donc ponctionner ainsi d'une partie de leur budget. Et alors peux-tu nous présenter en chiffres le budget primitif 2025 de la ville de Sarreguemines ? Oui, en fonctionnement, le budget s'élève à 32 millions d'euros et en matière d'investissement à 14 millions d'euros. Autre indication importante, la dette, elle s'élève à 24,5 millions d'euros, en baisse par rapport à l'an passé. Après une longue présentation de la situation financière de la ville, les membres de l'opposition ont pu s'exprimer et cette année, en matière de budget, on peut dire que la majorité municipale a obtenu l'unanimité ou plutôt la quasi-unanimité. Écoutons d'abord le représentant du Rassemblement national. Où est-ce qu'on peut trouver un angle d'attaque ? Eh bien, on n'en a pas trouvé. À l'issue de notre travail, elle a dit « Je suis désolé, mais c'est un budget prudent ». C'est tout ce qu'il y a à en dire. Néanmoins, hélas, il se trouve que j'appartiens à un certain parti, grâce aux voix des électeurs de ce parti. Je suis à la place où vous me voyez ce soir, et je suis loyal à mon parti et à mes électeurs. Et en raison de cela, nonobstant tout ce que je viens d'énumérer, je ne pourrai pas voter pour le budget, parce que je ne serai plus dans l'opposition. Et je trahirai à la fois mon parti et mes électeurs. Donc en gros, Éric Bauer est d'accord avec les budgets tels qu'ils lui ont été présentés, mais il n'a pas voté pour, il s'est abstenu pour faire, entre guillemets, honneur à son parti politique et à ses électeurs, libre à eux de juger si son vote est sincère ou non. Éric Bauer a en tout cas traduit ses paroles en actes. Il s'est abstenu au moment de voter les 3 budgets, le budget principal, mais aussi le budget des stationnements et des lotissements. Guillaume, comment ont voté les autres membres de l'opposition municipale ? Alors, les rangs étaient assez clairsemés lundi soir. De présents au niveau de l'opposition, il y avait 2 groupes. Un groupe RN représenté par une seule personne, Éric Bauer, et un groupe de la liste Sarreguemines pour demain constitué de 2 personnes. Ces derniers ont voté pour les budgets tels qu'ils leur ont été présentés. Voici pourquoi. L'an passé, nous avions émis un certain nombre de réserves sur le budget 2024 qui étaient liées notamment au niveau d'investissement qui était l'an passé de 8,9 millions d'euros et qui est passé cette année à 14 millions d'euros, donc une augmentation de 5,1 millions d'euros qu'on souligne et qu'on va approuver. Et d'un autre côté, on a un budget de fonctionnement qui passe de 34 à 32,9 millions d'euros, donc qui prouve une volonté de maîtrise des dépenses. Et donc on va également approuver. Voilà pour notre explication de vote. Voilà, donc tous ces budgets ont été approuvés malgré une abstention à chaque fois, celle d'Éric Bauer. En matière d'investissement, que faut-il retenir ?
Alors voici le tiercé dans l'ordre. Le plus gros poste de dépense, ce sont les travaux de voirie pour 1 458 000 €. Viennent ensuite différents travaux d'aménagement et d'accessibilité des bâtiments communaux pour 903 000 €. Enfin, à la troisième place, on retrouve la première tranche des travaux d'aménagement de la Maison des associations qui sera créée dans les locaux de l'ancienne école des Vergers. Et je crois que tu veux aussi nous parler d'un projet d'aménagement de terrain pour le Sarreguemines Football Club. Oui, exact. Aujourd'hui, avenue de la Blise, à côté du terrain honneur, se trouve un terrain en schiste, ou plutôt ce qu'il en reste, car il est en mauvais état. Le SFC voudrait l'engazonner pour qu'il serve à ses licenciés. Jean-Jacques Weber s'est exprimé en ce sens. Écoutons-le. C'est un club qui représente plus de 350 licenciés. Et aujourd'hui, on a un problème de place, de planning. Donc, ce qui est proposé, c'est d'aménager ce terrain en schiste en terrain vert, dit gazonné. Et ça répondrait à l'ensemble des besoins du club. Donc les élus avaient à se prononcer sur une demande de subvention et ils ont tous voté pour, approuvant ainsi ce projet et prenant acte d'un dépôt de subvention auprès de la CASC et auprès de la Fédération française de football. Ce projet d'aménagement d'un terrain de foot en gazon naturel est estimé à 165 000 €. Plus de 55 000 € de subventions sont espérés par la ville. Guillaume, y a-t-il une autre information dont tu voulais nous faire part? Et oui, souviens-toi de Cléopâtre, le panneau de céramique que la ville a acheté en début d'année et qui devrait arriver à Sarreguemines le mois prochain. Eh bien, ce panneau nécessite des travaux de restauration avant de pouvoir être exposé au public. Ils sont évalués à 13 390 € et la ville va signer une convention avec la Fondation du patrimoine afin de récolter des fonds pour mener à bien cette opération. C'est sur cette page culturelle que se termine ma chronique. Merci Guillaume pour toutes ces informations. Et justement, en parlant de travaux, depuis plusieurs années maintenant sur la commune d'Erchin, la commune fait face à des problèmes d'érosion sur sa voirie. Il faut dire que les récentes inondations ont aggravé la situation. La municipalité attend le feu vert de la CCPB pour entreprendre les travaux. Elle a fait appel au sous-préfet pour tenter de débloquer le dossier. Explication avec Camille Henriot. J'ai peur pour la route à un moment, parce que là on n'est pas loin de... Ça érode vraiment tout le... Gros problème d'érosion à Erchin-Giederkirch. Ici, le trottoir à proximité du canal du Moulin s'est beaucoup affaissé. Les récentes inondations vécues en 2018 ou encore celles de l'an passé en mai 2024 ont aggravé la situation. Lors des pluies diluviennes, l'eau ne s'infiltre plus correctement dans le sol, créant ces problèmes d'érosion. Inquiet, le maire a pris des mesures d'urgence pour assurer la stabilité du trottoir et de la route. En urgence, on a dû délester un peu ce cours d'eau en cassant un peu la berge pour que l'eau s'écoule directement dans la prairie et rejoigne directement la bicanal qui se trouve en aval. Mêmes inquiétudes du côté de la rue de la Fontaine, c'est là où se trouve le Erchigenbach, le ruisseau d'Erchin. Les soucis commencent dès la source de la Erchigenbach, où on a une traversée de route qui n'est plus assez dimensionnée et qui est sous-dimensionnée. Donc forcément, lorsqu'il y a trop d'eau qui arrive, ça passe par-dessus et ça érode là aussi totalement la voirie. C'est la communauté de communes du Pays Bitche qui est en charge de ce dossier. La commune de Erchin attend son retour pour réaliser des nouveaux aménagements. Comment dire, de mettre une traversée de route beaucoup plus large afin que le cours d'eau puisse passer à travers cette buse qui est sous-dimensionnée actuellement. Le sous-préfet a promis de donner son appui dans la gestion de ce dossier. De nous mettre autour d'une table avec les responsables de la GEMAPI. Mais ils étaient là dernièrement. Ils m'ont dit que ça va évoluer. C'est-à-dire, alors, vous voulez que je fasse cette réunion ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, si vous voulez. Non, mais bien sûr, avec plaisir. Direction Anvillers maintenant, où les 200 habitants du village vont bientôt pouvoir retrouver leur église comme neuve. La commune a lancé d'importants travaux pour restaurer cet édifice en mauvais état. Isolation, peinture, toiture, un grand nombre d'éléments ont été refaits à neuf pour redonner sa superbe à ce joyau. Découverte en images avec Émilie Hazel. Ce sont les derniers coups de pinceau pour les façades de l'église d'Anvillers. Depuis plusieurs mois, l'église Sainte-Croix était en pleine rénovation intérieure et extérieure.
il y a eu à peu près 8 corps de métier qui sont intervenus sur cette église, étant donné la dégradation des différents éléments, en particulier les bétons, donc qui ont explosé sous l'effet du gel, hein, des micro-fissures et puis des morceaux qui se sont détachés. Il y a eu de la peinture, bien évidemment, et avant tout la toiture. Donc c'est des tuiles qui avaient de l'ordre de 60 ans, enfin toute une toiture qui avait 60 ans. Et donc il fallait, c'était le premier objectif, c'était de remplacer la toiture. Mais dès lors qu'on voulait remplacer la toiture, il fallait remplacer les ingrès, refaire les bétons, refaire les peintures extérieures et intérieures. Bien évidemment, quand on a refait le toit, on a refait l'isolation sous la charpente. Un des gros travaux aussi a été le remplacement des vitraux au campanile, c'est-à-dire au clocher. L'église a été construite dans les années 1960. Au total, la rénovation aura coûté 620 000 €, subventionnée à 50% par l'État, 8% du département, 8% de la région et 2% du conseil de fabrique. La mairie a aussi lancé une cagnotte avec l'aide de la Fondation du patrimoine. La commune souhaite également donner de nouvelles utilisations à cette église. Donc en tout premier lieu, ça reste un lieu cultuel, donc avec des messes. Bien évidemment, il y en a de moins en moins, mais il y en aura encore. Et accessoirement, on voudrait en faire un lieu culturel aussi, donc y faire des concerts, de différents spectacles pour essayer de l'optimiser, d'optimiser son utilisation, quoi. La mairie accepte toujours les dons pour le projet via le site web de la Fondation du patrimoine. Dans l'actualité également, cette triste nouvelle. Après 2 semaines de recherche, le corps de Serge Schott, habitant de Bärental, a été retrouvé sans vie dans la forêt de Reipertswiller, en Alsace du Nord. Alors l'annonce a été faite par ses proches en début de semaine. Ce retraité de 76 ans avait disparu le 7 mars alors qu'il était parti en promenade comme à son habitude. On enchaîne avec ce grand soulagement pour les salariés de la centrale à charbon Émile Huchet à Saint-Avold. Mardi, le Sénat a adopté une proposition de loi pour sa conversion au biogaz soutenue par les sénateurs mosellans. En parallèle, les salariés avaient manifesté à Paris contre un amendement visant à inclure des centrales au fioul dans le dispositif de conversion. Ils craignaient des conséquences sur leurs emplois, estimant que la réouverture de 14 centrales en France pourrait compromettre la reconversion de Saint-Avold. Le texte est maintenant entre les mains de l'Assemblée nationale. Il sera examiné par les députés le 7 avril prochain. Avis aux propriétaires de chiens, un nouveau salon de toilettage vient d'ouvrir ses portes au 49 rue de France à Sarreguemines. Son nom, Tonton Jack plutôt. Vous pouvez y faire laver, tondre ou encore épiler votre compagnon à 4 pattes. Nicolas Scheuer, seul aux commandes, souhaite aussi développer une gamme de produits en boutique. Et puis un autre bon plan, cette fois pour les amateurs de 2 roues. Ce dimanche, l'Interassociation de Sarreguemines organise une bourse aux vélos, trottinettes, motos électriques et accessoires au profit des Restos du Cœur. Alors ça se passe au foyer culturel de Sarreguemines de 14h à 16h. L'entrée est gratuite. Si vous souhaitez vendre du matériel, à l'exception des cycles et trottinettes, rendez-vous jeudi et vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 16h30 ou dimanche entre 9h et 11h45. Informations détaillées au 03 87 95 25 03 ou sur interassociation.org. Vous les avez peut-être aperçus si vous étiez de passage à Sarreguemines ce jeudi matin. Les lycéens ont participé au Persan, une fête traditionnelle avant les épreuves du bac. Retour sur ce moment d'euphorie dans ce reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. L'esprit de fête avant de se plonger dans les examens. Près de 400 élèves de terminale des lycées de Sarreguemines se sont réunis ce matin. Un événement organisé environ 100 jours avant les épreuves du bac qui se dérouleront du 16 au 19 juin. L'occasion de se réunir en dehors des salles de classe pour un moment festif avant de se consacrer pleinement aux révisions. Au départ du lycée Henri Nominé, ils se sont ensuite dirigés vers le lycée professionnel Simon Lazare, puis l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle au centre-ville, avant de rejoindre le lycée Jean de Pange et de finir les festivités au parc municipal de Sarreguemines. Le cortège était encadré par les forces de l'ordre. C'est l'un des sites les plus emblématiques du savoir-faire artisanal sur notre territoire. Comme chaque année, le site verrier de Meisenthal accueille des scolaires du secteur pour des ateliers. Cette journée est appelée les baptêmes du feu, une immersion fascinante dans un savoir-faire ancestral, aussi enrichissante pour les enfants que pour les artisans. Un reportage d'Emilia Zell.
Ils sont là pour découvrir les métiers du verre et apprendre en s'amusant. Ces élèves du 6e du secteur ont participé, comme beaucoup avant eux, au baptême du feu sur le site verrier de Meisenthal. Les enfants ont participé par roulement à 4 ateliers, le sablage, les jeux de plateau, la visite du musée et le verre chaud. Les ateliers ont beaucoup plu aux élèves. J'ai bien aimé. On a visité le musée. On a vu plein de choses différentes, les boules de Noël, les années avec les différentes boules. Ça m'a bien plu. Moi j'ai bien aimé le musée parce qu'on a fait un petit jeu à l'intérieur où au départ on avait vu comment on faisait pour décorer le verre et pour le faire. Et on a fait un jeu où il fallait trouver la vitrine avec le plus d'objets où il y avait sur la carte qu'on avait. Moi, ça m'a bien plu parce que ça nous fait vivre une nouvelle expérience. Forcément, avec les dépôts, quand ça coule, ça va venir par faire un petit bouchon. Là, on va devoir l'ouvrir, la nettoyer. Là, il faut qu'on soit bien équipé. Ces baptêmes du feu sont aussi un plus pour les professionnels du verre qui encadrent les enfants. Quand on te demande est-ce que vous voulez le faire, est-ce que vous êtes à l'aise avec les enfants, moi ça me dérange absolument pas, moi ça m'intéresse même, j'aime beaucoup, ça redonne un peu de la valeur au métier. De voir les enfants qui sont émerveillés devant le verre, ça nous redonne un petit peu du cœur pour continuer à faire les boules de Noël, donne de l'importance un petit peu à ce qu'on fait, tout simplement. Le groupe de 46 élèves du collège Kiefer a participé au baptême du feu dans le cadre d'un projet du territoire éducatif rural. Alors ce projet, cette année, le but essentiel, c'était surtout de faire venir des enfants du secteur de Bitche qui n'ont, malgré la proximité de Meisenthal, pas souvent encore eu la chance de pouvoir venir ici sur ce site et pouvoir justement découvrir toutes les richesses proposées autour des nombreux ateliers aujourd'hui. Et ça va creuser dans le verre. Alors regardez ici, on a des objets, un objet à toucher. Allez-y, vous pouvez toucher. Après leur comédie créée de toutes pièces, Coupable, le théâtre du jeudi se lance dans une nouvelle aventure. Cette année, la troupe a décidé de se mettre dans la peau d'animaux révoltés contre leur situation. La pièce est à découvrir ce vendredi soir au foyer culturel de Sarreguemines. Camille Henriot nous en dévoile quelques extraits. J'en peux plus de tirer la charrette, je suis fatigué. Moi c'est pareil, j'ai plus de force et j'ai faim. On a toujours la gamelle vide, oh oui. Une révolte se prépare, incarnée par des animaux suggérés sur scène. Des bonnets rouges et chaussettes jaunes pour les poules, des vestes en fourrure à taches brunes pour les vaches et des vestes roses pour les cochons, les meneurs. Bienvenue dans la ferme des animaux, une réadaptation de l'œuvre de George Orwell par les comédiens du théâtre du jeudi. Alors, la ferme des animaux, c'est les animaux de la ferme de Mr. Jones en Angleterre. Ils se révoltent parce qu'ils en ont assez de mal manger, d'être maltraités par les hommes. Et grâce à Sage l'Ancien, un jour, on va leur dire, voilà, animaux, révoltez-vous. Ils vont se révolter, les cochons vont organiser la révolte, les animaux sont pleins d'espoir, mais ça ne va pas se passer tout à fait comme ils pensaient au début. Les animaux se soulèvent contre leur ancien propriétaire. Crédules, ils croient sur parole la promesse des cochons avec l'espoir d'un avenir meilleur. Ils veulent reprendre le pouvoir sur leur ferme coûte que coûte avant de déchanter. Vous rendez-vous compte du sacrifice que fait Napoléon pour vous? Gouverner est une tâche, il lui faut de l'ordre et de la discipline. Vous ne voudriez pas le retour de Jones? Oh non, pas Jones. Si c'est le camarade Napoléon qui le dit, ce doit être vrai. Napoléon a toujours raison. Au théâtre du jeudi, on aime bien que notre théâtre résonne, soit en rapport avec le monde d'aujourd'hui. Et cette pièce-là, malheureusement, elle est un peu trop d'actualité même, parce qu'on a des répliques de personnages qui ressemblent à ce qu'on entend des fois dans le discours de certains hommes politiques. Pour découvrir quelle sera l'issue de ce soulèvement de la population animalière, rendez-vous ce vendredi 28 ou samedi 29 à 20h30 au foyer culturel. Une représentation de cette pièce aura également lieu le 21 mai prochain au Casino des Faïenceries. 4 pattes oui, 2 pattes non. Silence, j'ai dit.
Allez, une image qui va vous donner le sourire à présent. Maurice et Mélodie, les cigognes de Sarralbe, stars des réseaux sociaux, filent le parfait amour. Installées sur le toit de la mairie, elles sont filmées 24 heures sur 24 par une webcam diffusée en direct sur le site de la commune. En l'espace d'un peu moins de 10 jours, 5 œufs ont déjà été pondus. L'éclosion est attendue dans un mois. Le printemps est là et avec lui, outre le retour des cigognes, il y a aussi le retour du pollen. Pour les allergiques, sachez que la Casque a lancé en 2022 l'application Live Pollen. Elle fournit en temps réel les concentrations de pollen grâce à 3 capteurs installés sur le territoire. Vous pouvez ainsi prendre des mesures pour éviter les crises allergiques, réduire votre exposition et adapter vos sorties. Live Pollen est téléchargeable gratuitement sur Google Play et l'App Store. On passe à la météo présentée par Sandrine Serbino. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, comme promis, le beau temps s'est installé sur notre territoire et c'est parti pour durer. Demain, on commencera la journée sous le soleil avec un beau ciel bleu qui va se maintenir pour toute la journée. Côté température, les minimales iront de 1 à 3 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les Gontrans et il fera jour de 6h16 à 18h56. Passez tous une belle journée et à demain! Redécouvrez votre Intermarché de la Citadelle à Beach. Des produits frais et savoureux chaque jour, viande et charcuterie sélectionnées, fromage affiné, harion primeur rempli de fruits et légumes de saison choisis avec soin, un large choix de vins pour accompagner vos repas et du bon pain cuit sur place. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour un nouveau numéro de Polygone. Déjà plus de 3 ans que la guerre fait rage en Ukraine. Plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays et plusieurs milliers ont trouvé refuge chez nous en Moselle. 3 d'entre eux, Yulia, Arthur et Natalia, ont accepté de témoigner. À leur côté, 2 associations locales engagées dans l'aide aux réfugiés. C'est à découvrir vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Le festival REM prend ses quartiers les 6 et 7 juin à Rémelfin, un événement organisé par l'interassociation de la commune. Bonjour Pierre-Augustin, merci d'être venu sur ce plateau. Avant de parler de cette 14e édition, revenons sur celle de l'an passé. Compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Le festival avait dû être annulé le vendredi, journée payante. À cause des inondations liées aux intempéries, ça a représenté un manque à gagner important. Un manque à gagner, c'est sûr, mais enfin, bon, le lendemain, le festival a eu lieu normalement, le public a joué le jeu, et finalement, l'un dans l'autre, on s'en sort quand même à peu près. Moins que les autres années, mais enfin, on s'en est bien sorti finalement. Malgré ces difficultés, vous êtes de retour en 2025 et avec une grande nouveauté, le festival est désormais entièrement gratuit. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Il a toujours été gratuit. Disons que l'année dernière, on avait voulu tenter le vendredi payant. On l'avait déjà fait en 2019, avant le Covid, ça avait bien marché. L'année dernière, finalement, bon, vu les intempéries, ça n'a pas pu se faire. Cette année, on revient sur une formule totalement gratuite, le vendredi et le samedi. Comment vous parvenez à financer un tel événement? Quels sont vos soutiens, vos principaux soutiens? Alors, ce sont essentiellement du sponsoring, donc des entreprises locales. Je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier. Et des particuliers aussi, enfin des petites entreprises. Et on fait aussi des bénéfices sur les ventes de la restauration le jour du festival. Et alors justement, niveau sponsor, vous en êtes où cette année, le comptier? On est encore en train de travailler dessus. Le festival aura lieu, donc vous l'avez dit, 6 et 7 juin. Donc on n'a pas encore bouclé complètement le sponsoring, mais on a bon espoir. Et on le rappelle pour nos téléspectateurs, cette année encore, les bénéfices de la buvette et de la restauration iront à l'association Agir Ensemble qui finance du matériel médical à Sarreguemines pour les personnes atteintes de cancer. Côté bénévole, est-ce que vous avez réussi à rassembler une équipe suffisante pour organiser ce festival ? Oui, on est nombreux. Bon, on est toujours à la recherche de bénévoles. Du 109, ça fait toujours du bien. Mais pour l'instant, oui, on est au complet.
Parlons maintenant d'un aspect plus réjouissant, hein, la programmation. Quels sont les aspects à l'affiche, les artistes à l'affiche cette année ? Alors le vendredi, on aura un seul groupe original qui va s'appeler le Petit Bal de Heurtebise, un nom original pour un groupe qui ne l'est pas moins, donc un groupe uniquement instrumental, tuba, clarinette, accordéon. Donc ils vont déambuler le vendredi pendant le marché paysan et ils feront un petit concert également sous un petit chapiteau qu'on va leur monter. Donc des musiques un peu originales, des grands titres standards français, des bals musettes, des musiques des Balkans, du swing manouche, des choses comme ça. Donc finalement, il y en aura pour tout le monde, il y en aura pour tous les goûts ? Il y en aura pour tous les goûts, absolument. Donc ça va mettre de l'ambiance au marché paysan qui a lieu tous les vendredis également. Comment vous choisissez les artistes qui viennent à ce festival ? Alors c'est un choix, on est un groupe de programmation, on est 4-5 personnes et on essaye de varier, on essaye de faire un choix assez éclectique. On ne veut pas se cantonner dans un seul style de musique, donc chaque année on essaye des nouveautés. Donc là par exemple ce groupe-là du vendredi c'est une nouveauté, on n'a jamais eu ce style de musique-là. Et pour le samedi, là aussi on aura des nouveautés en termes de style de musique. Parmi eux, lesquels sont des locaux ? Alors les locaux, le samedi, on aura un groupe local, Ticket to Blues, et également un groupe allemand qui vient de l'autre côté de la frontière, qui est relativement local. Les deux autres groupes viennent un peu plus loin. Cette année, pas de scène pour le premier jour du festival samedi, mais un marché de producteurs locaux franco-allemands. Le tout en musique avec le groupe du Petit Bal de Heurtebise qui déambulera parmi les stands. Vous voulez un peu casser les codes et faire vivre l'événement d'une façon différente ? Tout à fait. Le but, c'était de faire des nouveautés. Donc chaque année, on essaie d'innover. Donc ça, on ne l'avait jamais fait. Voilà, c'est une autre manière d'ouvrir le festival cette année. Et autre changement cette année, il n'y aura pas de gala de catch. Pourquoi avoir choisi de ne pas reconduire cet événement ? Alors, c'est pour un choix tout à fait matériel, on va dire, tout simplement parce qu'on a changé de chapiteau et que la hauteur du chapiteau ne permettra pas le gala de catch, parce qu'il lui faut une certaine hauteur sous plafond, on va dire, et là, on est limite, donc il ne pourra pas. Un dernier mot, Pierre-Augustin. En 13 éditions, quel est votre plus beau souvenir ? Alors, ça va être la 14e. Alors, je dirais que c'était l'année dernière. On a eu, vous l'avez dit, des soucis avec les inondations. On a eu également des soucis techniques. Et finalement, à un moment d'un souci technique, on a eu une coupure d'électricité. Le groupe qui jouait sur scène a fait un solo uniquement de batterie. Et ça a été un moment fantastique. Tout le monde était là, vraiment. Ce n'était pas prévu, mais c'était un super moment. Vous êtes encore de créer de superbes moments pour cette édition 2025. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler des coulisses et de la programmation de ce festival. Rendez-vous donc les vendredis 6 et samedi 7 juin sur la place du Château à Rémelfin. Toutes les informations sont à retrouver sur festivalrem.eu. Restez avec nous sur Mosaïque Cristal. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité.